1984. Oui, bonjour. Vous êtes là. Oui, je me replonge dans les années 80, là, 84 pour être précis, excusez-moi. 1984. Jackie Ickx, alors directeur de course, interrompt au drapeau rouge un Grand Prix de Monaco marqué par la pluie. Et ça fera jaser. Et Jaguar revient au Mans. Born in the USA, I was born in the USA. 1984, la sidérurgie lorraine va très mal et amène son lot de chômage. C'est la fin d'une ère. Et Jaguar revient au Mans. 'Cause this is thriller night, and no one's gonna save you. 1984, François Mitterrand et Helmut Kohl réconcilient Français et Allemands devant l'ossuaire de Douaumont, symbole de l'enfer de Verdun. Et Jaguar revient au Mans. People are people, so why should it be? You and I should get along so awfully. 1984, Ivan Lendl renverse de manière totalement improbable l'une des finales les plus folles de Roland-Garros devant le fantasque mais un peu foufou John McEnroe. Et Jaguar, ils reviennent au Mans. Hein. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. 1984, Canal+ débarque sur les écrans français. On passe de 3 chaînes nationales à 4. Je pense que les petits jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre l'importance de l'événement à l'époque. Quant à Jaguar, je pense que vous l'aviez compris, oui, Jaguar revient au Mans. 1984, Jaguar est déjà engagé en IMSA avec les XJR5 de Bob Tullius et du groupe 44. Jaguar est également engagé en championnat d'Europe de tourisme avec les XJS de Tom Walkinshaw et du TWR. Mais Johnny Gann, ça ne lui suffit pas, il lui en faut plus. Il faut reconstituer l'histoire de la marque, dit-il. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller au Mans. Et ça tombe bien, le Mans accepte les GTP de l'IMSA. Donc on peut engager les XJR5 aux 24 heures du Mans. Et ça tombe bien parce que Bob Tullius se déclare prêt, lui. Il dit que son équipe est prête pour aller affronter les 24 heures du Mans. Donc, Jag is back. Oui, Jaguar est de retour au Mans. Et pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un retour? Eh bien, tout simplement parce que Jaguar et le Mans, c'est une longue histoire. En tout cas, c'est surtout une histoire des années 50. À la sortie de la guerre, une nouvelle marque britannique apparaît, elle se nomme Jaguar, elle a besoin de se faire de la pub, donc elle s'engage aux 24 heures du Mans en 1950 avec 2 voitures, 2 toutes nouvelles XK120. Dès l'année suivante, 1951, la voiture devient la XK120C, alias la Type C, et elle s'impose. Elle renouvelle l'opération en 1953. En 1954, Jaguar crée une toute nouvelle voiture, la Type D, qui s'impose en 1955. Elle récidive en 1956, puis en 1957, le triplé. Mais attendez, il y a mieux, en 1957, 5 des 6 premières voitures à l'arrivée sont des Jaguars. Donc clairement, le développement de Jaguar, il est passé par le Mans, sa mise en lumière est passée par le Mans, et à l'avenir, elle devra de nouveau passer par le Mans. Il y en a un à qui ce retour au Mans des Jaguar XJR5 plaît moyennement. C'est Tom Walkinshaw, parce que lui, il s'y serait bien vu dans la Sarthe pour le compte de Jaguar à la place de Bob Tullius. Alors, d'un certain point de vue, il va y être quand même parce que les moteurs V12 sont fournis par Hengs. Hengs, c'est l'entité moteur de TWR. Donc les XJR5 sont propulsés quand même un petit peu, d'une certaine manière, par TWR. Et ça va créer quelques petites frictions avec Bob Tullius qui sent très bien qu'il y a une bonne entente entre Johnny Gann et Tom Walkinshaw. Et il se doute qu'à l'avenir, il va se passer des trucs. Mais nous n'en sommes pas là. Car avant de pouvoir justifier sa présence en groupe C, Tom Walkinshaw et le TWR se doivent de gagner en championnat d'Europe de tourisme en 1984. Et pour cela, Tom Walkinshaw met les grands moyens puisque TWR engage 3 Jaguar XJS à l'année. Et attendez, c'est pas tout. Non, parce que en parallèle,
TWR engage également 2 rovers. Oui, oui, vous n'avez pas rêvé. Au même moment, dans le même championnat, dans la même saison, TWR engage 2 marques différentes. Ouais, assez étonnant. Et pendant que se déroule cette saison, la mi-juin approche. Les hommes de Bob Tullius amènent 3 Jaguar XJR5 aux 24 heures du Mans, dont une flambant neuve qui ne va servir que de réservoir de pièces, puisque en fait l'équipe n'engage que 2 voitures. Les 2 XJR5 ravivent la fierté britannique en terre mancelle. Pourtant, il semble peu probable que les voitures puissent jouer un rôle réel pour la victoire aux 24 heures du Mans. Tout simplement parce que les GTP sont moins puissantes et plus lourdes que les groupes C. Ouais. En cette année 1984, où lors du pesage, les voitures n'ont pas été pesées, cherchez l'erreur, on suppose que les Jaguar GTP sont à peu près à 950 kg, c'est leur poids habituel dans le championnat américain. De leur côté, les groupes C ont vu leur poids durant l'hiver passer de 800 à 850 kg, mais pour celles qui sont au poids mini, ça fait quand même une différence de 100 kg avec les Jaguar. Du côté puissance, la différence est moins grande. Du côté Jaguar, le V12 reste légèrement en dessous des 600 chevaux. Du côté des groupes C, on est au-dessus, clairement, mais bon, la différence n'est pas gigantesque. Là où on espère que les XJR5 puissent être dans le match face au groupe C, c'est avant tout sur le plan de la consommation. On pense que le flat 12 atmosphérique va moins consommer que les moteurs turbo des Lancia ou des Porsche. Et dans ces années groupe C où la consommation c'est le nerf de la guerre, eh ben, c'est très important. Durant les essais, la meilleure des 2 XJR5, la numéro 44, celle du patron, claque le meilleur temps des GTP, mais malgré tout, ça n'est que le 14e meilleur temps sur la grille. Ouais. En plus des avantages chroniques des Jaguars tout au long des années TWR, lors des essais, lors des qualifs, les turbos peuvent pousser la molette de pression de turbo à fond. Alors que sur un Atmo, évidemment, il n'y a pas de turbo, hein, c'est un peu le concept. Hein. Donc les Jaguars se retrouvent à 20 secondes en fait sur un seul tour, 20 secondes d'écart lors des qualifs. C'est pas significatif de ce qui va se passer en course, où là, les groupes C vont être obligés de ramener la molette à une pression un peu plus raisonnable pour tenir la conso. Et le début de course va très bien se passer pour les XJR5. D'ailleurs, à la fin de la première heure, en fin de premier relais, grâce à la consommation, justement, la Jaguar du patron, la numéro 44 de Bob Tullius, avec Bob Tullius au volant, va prendre la tête de la course. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans les tribunes, les Union Jack sont de sortie. Sauf que ça dure environ un demi-tour et que plus jamais on ne verra la Jaguar en tête. Malgré tout, elles font vraiment une très belle course. D'ailleurs, à mi-course, les 2 voitures sont 6e et 7e, la 44 devant la 40. Une heure plus tard, la numéro 44 grimpe au 5e rang. Et le petit matin arrive. Et avec lui, les emmerdes. Tout d'abord, c'est Tony Adamovich qui sort la numéro 40 au tertre rouge. Il parvient à ramener la voiture au stand, mais c'est fini pour la numéro 40. Et là, on va vivre un petit matin de folie. À 7h07, la Lancia numéro 4, la voiture de tête, s'arrête au stand avec un gros problème à la boîte de vitesse, le pignon de 5e est mort. À 7h08, c'est-à-dire une minute plus tard, 7h08, la Porsche numéro 33 qui était dans le coup pour la gagne, s'arrête au stand, là c'est le moteur, c'est plus qu'un flat 5 le flat 6, ouais, il va finir sur 5 cylindres. Donc on se dit que la Jaguar vient de prendre 2 places d'un seul coup, elle peut finir sur le podium. Sauf que non. 7h09, 2 minutes plus tard après l'arrêt de la Lancia, 7h09, la Jaguar numéro 44 rentre au stand, là aussi c'est la boîte de vitesse, là cette fois-ci c'est le pignon de 3e, il faut réparer, ça prend une grosse quarantaine de minutes, clairement la Jaguar n'est plus dans le coup, elle repart à la 10e place. Et puis la boîte de vitesse décidera vers midi que bon, ça va bien, les 24 heures, il y en a assez, là. Moi je fais 20 heures, ça me suffit. En tout cas, les XJR5 ont fait vraiment très bonne figure, très bonne impression, et des rumeurs apparaissent déjà au soir de la course, comme quoi, en 1985, non seulement le groupe 44 sera de retour, mais il y aurait également 2 Jaguar XJR5 engagés aux côtés du groupe 44 par TWR. Ouais, 2 XJR5 de plus. Alors que Groupe 44 retourne aux USA pour se concentrer sur l'IMSA, TWR se concentre sur le championnat d'Europe de tourisme où il faut gagner.
Et ça tombe bien parce qu'on va gagner. On va gagner le championnat, ça c'est un premier bon point, et on va aussi gagner, et ça c'était indispensable, les 24 heures de Spa avec Tom Walkinshaw et Hans Eyer. Bingo, cela a un effet immédiat sur les ventes des Jaguar XJS. Et finalement, c'était bien le but de retourner en compétition. Cela a également un impact énorme sur les marchés financiers où la marque Jaguar est introduite précisément au même moment. Et donc finalement de tout cela, on peut conclure une chose, c'est bel et bien le sport qui a contribué en grande partie au redressement de Jaguar en 1984. Et accessoirement, tout cela permet à Tom Walkinshaw de justifier encore un peu plus le passage au prototype. Et ça, justement, on va en parler. Parce que comme le laissaient penser les rumeurs au soir des 24 heures du Mans, Johnny Gann, le patron de Jaguar, il aimerait bel et bien que Tom Walkinshaw engage des XJR5 aux 24 heures du Mans 1985. Ouais, bon, sauf que quand t'as affaire à un Écossais, tu dois t'attendre à quelques fourberies. Parce que finalement, Tom Walkinshaw, lui, les XJR5, il s'en fout un petit peu. Il veut développer sa propre entité, TWR. C'est pas en s'appuyant sur les produits d'une autre entité, Groupe 44, qu'il va promouvoir sa marque. Donc, durant l'hiver 84-85, il engage un certain Tony Southgate. Tony Southgate, c'est un ingénieur déjà connu dans le monde de l'endurance, mais aussi dans le monde de la F1, où il a travaillé notamment chez Lotus, sur la Lotus 79, donc c'est pas n'importe qui. Et Tom a donné à Tony la mission de développer une toute nouvelle Groupe C appelée à courir sous le nom de Jaguar. Et cette Jaguar Groupe C n'aura rien, mais rien à voir, avec la XJR5 du groupe 44, à part le V12, bien évidemment. Et encore. Bon, évidemment, c'est pas le deal avec Jaguar. Le deal avec Jaguar, c'est de faire rouler les XJR5 en championnat du monde d'endurance. Donc, va falloir jouer serré. Et lorsque la maison mère propose à TWR de tester les XJR5 en Angleterre, évidemment, Tom Walkinshaw n'a pas beaucoup le choix, il est obligé d'accepter. Donc, en mars 1985, une XJR5 part des États-Unis pour arriver en Angleterre, repeinte en vert anglais, et elle va être testée par Martin Brundle sur plusieurs circuits. Silverstone, Donington, Snetterton, 3 séances d'essai au cours desquelles la presse anglaise est présente. La voiture est équipée du V12 à 4 soupapes par cylindre, dont la presse subodorera pendant des années que TWR et notamment Alan Scott préféreront l'utiliser sur la voiture destinée au championnat du monde d'endurance. Mais ça, en fait, Alan Scott, lui, il en a jamais voulu. Parce que le 4 soupapes par cylindre, il pèse 20 kg de plus que le 2 soupapes. Pour un surplus de puissance assez ténu, une vingtaine de chevaux, mais une consommation en nette augmentation. Donc, il n'en est pas question. De toute façon, le véritable avantage d'un gros V12 atmosphérique, gros V12, c'est pas tellement sa puissance, c'est son couple phénoménal. Et la suite le prouvera à plusieurs reprises. Ces tests menés devant la presse conduisent celle-ci à penser que les XJR5 vont bel et bien être alignés par TWR en championnat du monde d'endurance. Et Tom Walkinshaw, il est pas fâché de les laisser penser ça, parce que lui, dans sa tête, il sait très bien que c'est niet. Et d'un autre côté, ça l'arrange parce que son équipe peut travailler sereinement à l'abri des espions sur la XJR6 dont personne ne se doute qu'elle est en train d'être conçue. Le petit problème, c'est que, oui, chez Jaguar aussi, tout le monde pense que c'est la XJR5 qui va rouler l'année suivante. Personne chez Jaguar n'est au courant de la conception de cette XJR6. Il va falloir faire avaler cette fable en temps utile aux décideurs de Jaguar. Oui, bon, c'est pas ça qui fait peur à Tom Walkinshaw. Avec l'introduction sur les marchés financiers, des budgets frais arrivent chez Jaguar, et cela bénéficie notamment à la branche sportive. Pour 3 millions de livres sterling par année, on signe un contrat entre TWR et Jaguar pour faire rouler en championnat du monde d'endurance des Jaguar XJR5 au moteur V12 à 4 soupapes par cylindre. Va vraiment falloir la jouer fine, parce que en plus, pour l'instant, Tom Walkinshaw, il a strictement aucun sponsor en vue. Aucun. Très rapidement, après les tests du printemps, TWR confirme que non, on n'engagera pas finalement la XJR5 aux 24 heures du Mans. Non. Bon, de toute façon, Tom Walkinshaw, il croit pas du tout au potentiel succès d'une voiture au châssis multitubulaire. Pour lui, l'époque est passée.
Et de toute façon, l'équipe a très fortement avancé sur la conception et la réalisation des premières XJR6, donc on va pas disperser les forces, on va pas faire les 24 heures du Mans, on va se concentrer sur une entrée en championnat du monde après Le Mans. Tony Southgate, il vient de la F1, donc il s'inspire des dernières technologies en vogue en F1. Et pour cela, le châssis de la Jaguar XJR6 sera fabriqué à base de panneaux de Kevlar et de panneaux de carbone. On est loin des châssis multitubulaires de la XJR5, et même chez Porsche, on n'utilise pas cette technologie puisque ce sont des panneaux d'aluminium rivetés qui équipent les Porsche 956-962. Seule la partie supérieure de la coque est tubulaire. Oui, la bulle, et elle est collée au reste du châssis au pied du pare-brise. Sur le plan aéro, le dessin initial de Tony Southgate s'inspirait largement de la March GTP dessinée par un certain Adrian Newey. Vous connaissez peut-être ces pinces de homard qui encerclaient les deux radiateurs frontaux de la March. Eh bien, c'était la même chose sur la Jaguar, mais là, c'est Tom Walkinshaw, il dit non, on va quand même pas copier à ce point-là ce qui se fait ailleurs, il me faut ma propre image de marque, donc on fait pas comme ça. Alors certes, on fera pas comme ça, mais les radiateurs seront bien montés à l'avant sur la XJR6. Et pourquoi est-ce qu'on décide de monter les radiateurs à l'avant, endroit où ils sont relativement exposés, mais ils sont montés à l'horizontale? Eh bien, tout simplement parce que dans le dos des pilotes, il y a une espèce d'éléphant qui pèse le poids d'un âne mort, le V12 Jaguar. D'ailleurs, Tony Southgate, quand il a appris qu'il allait devoir concevoir une voiture avec ce moteur, il a dit à Tom Walkinshaw et Alan Scott « Non mais... vous n'espérez quand même pas gagner avec ce mammouth dans le dos !» L'une des autres caractéristiques de la Jaguar XJR6, c'est son aileron qui est placé en porte-à-faux arrière. Pour être clair, il débute là où s'arrête la carrosserie et le diffuseur de la voiture. En plaçant son aileron à cet endroit-là, Tony Southgate entend utiliser la dépression générée sous l'aileron pour vider encore plus efficacement le diffuseur. Et plus on vide efficacement le diffuseur de son air, plus l'air s'accélère sous la voiture, plus l'air s'accélère sous la voiture, plus il génère d'appui, et plus vous générez d'appui, plus vous allez vite en virage. Pas con. Autre caractéristique de la XJR6, ce sont les flasques qui sont placés devant les roues arrière. Ouais, de vue de côté, les roues arrière des Jaguar, on les voit pas. On a l'impression qu'elles ont que 2 roues. Tout le monde a toujours pensé que ces flasques étaient là pour améliorer la finesse de la XJR6. Pas du tout, non. En fait, les flasques sont là pour assurer une meilleure étanchéité du diffuseur, et s'il est plus étanche, il est moins soumis à l'influence d'un air arrivant de l'extérieur, il se vide mieux, et donc il fonctionne de manière optimale. Une fois encore, c'était pour optimiser l'appui. Alors vous allez me dire avec les yeux d'aujourd'hui, oui, des flasques devant les roues arrière lors des arrêts au stand, c'est un peu pénalisant pour changer les pneus. Oui, mais non. Enfin, si, mais c'était pas un problème. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, le débit en carburant était sévèrement limité à la pompe. 50 litres par minute maximum. Or, on pouvait mettre 100 litres, jusqu'à 100 litres. Donc, grosso modo, un ravitaillement ne pouvait pas durer moins de 2 minutes. Et on pouvait changer les pneus pendant le ravitaillement en carburant. Donc, on avait très largement le temps d'enlever les flasques, de changer la roue et de remettre les flasques. C'était pas un problème. Le moteur de la XJR6 sera donc le gros V12 de 6233 cm3 dans une configuration encore relativement proche de celle utilisée en groupe A, c'est-à-dire à 2 soupapes par cylindre, et non pas 4. Oui, on se passe très bien des 20 kg supplémentaires parce que ce moteur à vide, il pèse déjà 255 kg. En ordre de marche, près de 300. Ouais, donc c'est vraiment un beau gros bébé. Inutile de l'alourdir. Le moteur utilise une culasse expérimentale qui avait été développée par Jaguar pour le compte de Groupe 44 et puis finalement abandonnée. Mais Adam Scott, lui, il l'a gardée et puis il a décidé de l'utiliser. Cette culasse expérimentale permet de gagner 20 chevaux supplémentaires sans avoir les 4 soupapes par cylindre, c'est-à-dire que l'amontage des 4 soupapes par cylindre est effacé par ces 20 chevaux supplémentaires. Le moteur ainsi équipé peut développer 675 chevaux à 7000 tours minute. Mais avec la consommation, il est évident qu'on tournera rarement à ces régimes très élevés, les plus propices à des consommations élevées.
Tom Walkinshaw, lui, il sait que dans un premier temps, il est obligé d'utiliser ce V12 dans ses voitures, mais en fait, il préférerait partir sur la base d'un 6 cylindres 3,2 litres Jaguar greffé d'un turbo pour avoir une config moteur qui soit plus proche de celle de la concurrence Porsche ou Lancia. Évidemment, son esprit est influencé par ces marques qui sont aujourd'hui celles qui dominent en endurance, mais en fait, Alan Scott, lui, non, jamais il a eu cette intention-là. Pour lui, le V12, c'était le bon choix. Et là où tout le monde pensait que le V12 aurait un désavantage en termes de consommation, Alan, lui, savait que la souplesse d'utilisation du V12 lui permettrait de s'adapter au mieux aux conditions. Et en plus, il se garde un atout dans sa manche. Cet atout, c'est de l'électronique. C'est un petit soft qui est développé par une marque que vous connaissez forcément aujourd'hui, mais à l'époque, j'avoue, moi je ne connaissais pas, perso, Zytec. Zytec, à l'époque, c'est une toute petite entreprise, il n'y a pas grand monde à bord encore, mais elle est capable de développer un petit soft qui va permettre de connaître en temps réel la consommation du V12, d'en ajuster les paramètres de fonctionnement moteur tournant. On est en 1985, personne d'autre ne fait ça à l'époque. On n'est pas capable d'ajuster les paramètres moteurs, moteur tournant, même en F1, même chez Honda. C'est une nouveauté propre à Jaguar et à Zytec. Il agit en fait sur la période d'injection qu'il est capable d'ajuster en temps réel et ça permet d'obtenir des économies de carburant de 5 à 7%. C'est loin, très loin d'être négligeable. Pour situer ce que fait la concurrence à l'époque, Porsche, ils utilisent encore le boîtier Bosch Motronic 1.2 qui est issu des voitures de série. Il faudra attendre 1988 chez Porsche et le Motronic 1.7 pour avoir quelque chose d'équivalent à ce que Jaguar avait depuis 1985. Alors là encore, petit problème, là encore il va falloir être un peu fourbe, parce que chez Jaguar, habituellement on travaille avec Lucas pour tout ce qui est électronique. Sauf que Lucas c'est une grosse société bien balèze qui met du temps à réagir. Et ça, Alan Scott a eu le temps de s'en apercevoir dans les programmes Groupe 44 ou Groupe A. Et il n'en veut pas. Non, c'est niet. Lui, il veut Zytec, il sait que ces gens-là seront réactifs, qu'ils sauront répondre à ses demandes dans un temps très court. C'est ce dont il a besoin. Et Tom Walkinshaw va céder, va se passer des petits budgets supplémentaires que pouvait ramener Lucas, et on passera bien par Zytec. Que faire de ce gros V12 bien encombrant que l'on a à l'arrière? Eh bien, on le pousse au maximum à l'avant sur la voiture, pour essayer d'obtenir une répartition des masses qui ne soit pas trop dégueulasse, 40-60. 40 sur l'avant, 60 sur l'arrière. Le V12 utilisé en groupe C, contrairement à celui du groupe 44, est conçu comme étant porteur et il est aussi conçu pour être placé le plus bas possible dans la voiture. Finalement, on n'utilisera que partiellement cet avantage parce qu'on ne peut pas le placer trop bas, il faut dégager de la place pour les tunnels des porteurs qui sont sous la voiture, donc on le rehausse un tout petit peu. La voiture est conçue dans un temps record et réalisée dans un temps qui ne l'est pas moins. À tel point que nombre de pièces sont réalisées directement sur le tour ou la fraiseuse. On ne prend même pas le temps de faire des plans de détail, on y va à la grosse, on tape dans la matière et hop, on assemble sur la voiture. Ouais, bon, évidemment, quand c'est fait dans ces conditions-là, on n'optimise pas tout à fait la masse, mais le but c'est de rouler au Canada après Le Mans, et donc le temps presse. Résultat, le gros bébé arrive sur les balances avec un poids de 950 kg, soit 100 de plus que le minimum imposé en groupe C. Et finalement, eh bien, c'est à peu près le même poids qu'une XJR5. Tout ça pour ça? Autant vous dire que dans les rapports qui transitent entre TWR et Jaguar, sur le nombre de kilos de la voiture, on va minorer les chiffres. Hein. On va pas leur annoncer quand même qu'on s'est un peu loupé et qu'on est si lourd, quoi. Non, ça ne peut pas se faire, ça. Non, on peut pas. Début juillet 1985, la XJR6 est prête à prendre la piste. 2 semaines après que les XJR5 du groupe 44 aient définitivement prouvé leurs limites aux 24 heures du Mans. La meilleure d'entre elles, la numéro 44 du patron lui-même, Bob Tullius, et de Claude Ballolena, remporte certes la catégorie GTP. Oui, il n'y a pas grand monde en GTP. Mais elle termine aussi à 50 tours de la Porsche victorieuse. 50. Quant à la numéro 40, elle ne tient pas le double tour d'horloge. Je pense qu'à ce moment-là, Tom Walkinshaw n'avait absolument aucun regret d'avoir poussé son équipe à concevoir une voiture totalement différente.
Le premier roulage de la XJR6 se déroule à Snetterton. Martin Brundle et Mike Thackwell sont présents pour assurer les premiers relais. Un problème de direction se manifeste, mais ça n'a rien de très grave. On a comparé la voiture à la XJR5 et il n'y a plus aucun doute. À la fin du mois, c'est la première grosse séance d'essai pour la XJR6. Alors, la voiture souffre de sous-virage, le V12 bouffe de l'huile, sa conso dans un premier temps est légèrement au-dessus de ce que l'on espérait, mais rien de grave à ce stade. Quant au sous-virage, la sensation est accentuée par le fait que pour l'instant, la voiture n'est pas équipée de direction assistée et que sa géométrie de suspension censée soulager un peu les bras des pilotes, cela aussi s'effectue au détriment de la précision de la direction. À propos, vous vous souvenez des flasques ? Les flasques de roue arrière, ouais, ils sont efficaces. Hein. Ouais, ils sont tellement efficaces qu'ils sont aspirés par le diffuseur sur la roue et ils viennent frotter la roue. Et ce problème va prendre un peu de temps avant d'être résolu. Malgré tout ça, lors de ses tests à Silverstone, la XJR6 a tourné dans des temps qui sont plutôt corrects. Parce que si le bébé est bel et bien en gros surpoids, il a néanmoins bien tourné à 1 demi-seconde des temps établis en course par les meilleurs groupes C lors de la course du printemps. Donc à ce moment-là, chez TWR, on fait ouf, ouais, un gros ouf. Et c'est tant mieux parce que la première course, elle approche, hein. C'est tout de suite là, maintenant, hop, on file au Canada. 6 semaines après son premier roulage, la XJR6 prend la piste à Mosport. D'ailleurs, la deuxième XJR6 qui arrive sur place, elle a été finie à la va-vite, elle n'a même pas fait un tour de roue. Pas un seul tour de roue avant d'arriver au Canada. Bien que la voiture soit encore très neuve, hein, elle fait encore ses dents, hein. Et malgré l'absence de turbo, Martin Brundle, lors des qualifs, signe un épatant 3e chrono à 1 demi-seconde des Porsche officiels. Chez Porsche, l'ingénieur Peter Falk, il est un petit peu inquiet par la performance de la nouvelle-née. Il faut dire que Dunlop a d'ores et déjà réagi au premier test de Silverstone en offrant à la voiture des pneus avant plus larges pour combattre le sous-virage. Ouais, déjà. Et pour Porsche, le début de course va être un véritable coup de semonce. Bon, ok, Martin Brundle, il n'a rien à perdre, hein. Il se doute que la voiture va connaître des problèmes d'ici la fin de la course, donc il y va à fond. Il y va tellement à fond qu'il passe en tête et qu'il mène la course durant 9 tours. Martin connaît alors un problème de roulement de roue avant qui le ralentit fortement et la voiture ne terminera pas l'épreuve. La seconde voiture, elle va aussi avoir sa part d'ennui, elle va notamment avoir son 12 cylindres qui va terminer sur 11 cylindres. C'est moins bien, ça sonne moins bien, ça pousse moins bien, et malgré tout la voiture finit 2e. Ouais, chez Porsche on doit commencer à choper quelques suées. 3 semaines plus tard, les deux XJR6 retrouvent un plateau de folie à Spa, puisque cette fois-ci les 2 Lancia officielles sont présentes, et toutes les Porsche 956, 962 des équipes privées sont également là. Face à autant de turbos qui n'ont aucun mal à tourner la molette de pression turbo lors des essais pour aller chercher un chrono qui claque, et malgré tout Martin Brundle se débrouille super bien puisqu'il signe un chrono 1,5 secondes plus rapide que ce qui avait été imaginé. Malheureusement, la course est interrompue avant son terme suite à l'accident fatal à Stefan Bellof dans le raidillon. Mais la XJR6 numéro 51 termine tout de même à la 5e place avec un V12 qui une nouvelle fois termine sur 11 cylindres pour la même raison qu'à Mosport, un ressort de soupape défaillant. Quant à la numéro 52, eh bien elle ne termine pas l'épreuve suite à des problèmes de tenue de route. À Brands Hatch, à la maison, les 2 Jaguars sont équipés d'un petit aileron avant qui vient tenter de combattre le sous-virage. Mais pour les 2 XJR6, la course ne va pas très bien se dérouler. Pour la première d'entre elles, c'est l'abandon suite à 2 crevaisons. Les pneus frottent toujours sur les flasques de roue. Ouais, toujours. Et pour la seconde, c'est un problème de ressort de soupape. Un petit sur-régime va envoyer une tête de soupape se fracasser contre le piston. Ça fait toujours des dégâts, hein. La course suivante se déroule à Fuji, à l'automne. L'automne à Fuji. Ça vous dit quelque chose ça, l'automne à Fuji? C'est pas toujours dans les meilleures conditions, hein. Et bien là, à l'issue du tour de chauffe, 18 voitures rentrent au stand. 18. Tous les concurrents européens mettent la flèche, ils rentrent. Ouais, il faut dire que la piste elle est inondée, il pleut des draches, pas possible, et les pneus des européennes ne sont vraiment pas calibrés pour rouler sur un lac, quoi, en fait. Seuls les Bridgestone des équipes japonaises parviennent à s'en tirer dans ces conditions et seuls, eux, prennent le départ. Donc la première saison des XJR6 se conclut en Malaisie en décembre.
Alors cette fois-ci, c'est plutôt la chaleur qui va être un vrai problème, et là on découvre l'un des points faibles de la XJR6, c'est sa ventilation interne. Les pilotes n'arrivent pas à terminer leur relais tellement il fait chaud dans la voiture. Malgré tout, la pluie en fin de course facilitera la tâche des pilotes Jaguar. D'abord en baissant la température, ça, il respire un peu. Et puis dans ces conditions-là, la tenue de route de la XJR6 est meilleure que celle des Porsche. En plus, ils vont bénéficier de l'abandon de la seconde Porsche officielle, donc la Jaguar de Nielsen, Thackwell et Lammers décroche la seconde place finale. À l'issue de cette saison 1985, il n'y a plus aucun doute. Malgré ses évidents soucis de jeunesse, la Jaguar XJR6 est très bien née. Et nous le verrons dans la suite. Quant à la numéro 40, elle n'a pas tenu les 2 tours d'horloge. Et je pense qu'à ce moment-là, Tom Walkinshaw n'a jamais regretté d'avoir conçu. Quant à la numéro 40, elle n'a pas tenu le double tour d'horloge. Donc je pense qu'à ce moment-là, Tom Walkinshaw n'a absolument pas regretté d'avoir poussé pour faire la... Oh, putain. Quant à la numéro 40, elle n'a pas tenu le double tour d'horloge. Donc je pense qu'à ce moment-là, Tom Walkinshaw... Quant à la numéro 40, elle n'a pas tenu le double tour d'horloge. Donc je pense qu'à ce moment-là, Tom Walkinshaw, il ne regrettait pas. Ah, oh putain! Quant à la numéro 40, elle n'a absolument... Quant à la numéro 40, elle n'a pas tenu le double tour d'horloge. Donc je pense qu'à ce moment-là, Tom Walkinshaw, il n'a jamais regretté d'avoir conçu... Oh putain! Eh ben,